Je me rappelle, on se baladait en Israël et on disait, bon, on repousse d'une semaine, on repousse de 2 semaines, on repousse de 3 semaines, mais il y a la rentrée, comment on va faire? En septembre, on doit être à Paris. Donc on repoussait et on prenait l'avion, à chaque fois c'était un déchirement. De par le fait qu'il y avait des attentats toutes les 2 minutes, ça nous brisait, et de par le fait qu'on était tout simplement attirés comme des aimants par cette terre. Ariel Kozolev, bonjour. Bonjour Cathy. D'abord, merci de nous avoir emmenés dans ce lieu emblématique de Jérusalem. On est où ici? C'est l'Académie de musique et de danse de Jérusalem. C'est un bâtiment qui accueille 600 étudiants qui étudient la musique et la danse. Et toi, tu es là parce que tu as renoué avec ton rêve d'avant l'Aliyah, la musique. Je joue de la musique depuis l'âge de 7 ans. La première fois que j'ai connu ce lieu, c'était en 2012. Et j'étais au kibbutz de Sde-Eliyahu. Et j'ai tenté l'académie en 2012. Et j'ai tout de suite eu une attraction avec ce lieu. Ça s'est pas fait tout de suite, mais il y a 2 ans, j'ai retenté l'expérience et ça a marché. Je finis la 2e année là, je touche du bois si Dieu veut, je sais pas comment on dit. C'est un rêve que tu portes en toi depuis toujours, mais le rêve d'Israël aussi, tu le portes en toi depuis tout petit. De par les histoires que me racontait ma mère sur mon grand-père qui avait toujours voulu servir en 67 ou en 73, enfin pendant les différentes guerres d'Israël, je connais pas bien les dates. Il y avait comme ça ce narratif pro-israélien, mais c'est les premières vacances en Israël qui ont vraiment servi de déclic. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2001 à Arziv, le Club Med d'Arziv. J'avais en 2001 8 ans. Et donc on arrive dans ce Club Med. Déjà je reconnais pas moi que c'est des militaires qui sont en permission le Shabbat. Le soir du Shabbat, nous on pensait pension complète, il y aura un repas de Shabbat, il y aura l'allumage des bougies pour les femmes, le truc. Rien du tout. La bouffe était limite cachère. Donc mon père, ma mère, tout ça, on se met en route, on dit bon, on va mettre une table, on va dresser une table, on avait le Patach Eliyahu en phonétique, on va faire un office de Shabbat. On est en Israël, ça a du sens de faire un office de Shabbat. Et donc là, il y a quelques curieux qui arrivent avec une arme en bandoulière, pieds nus, bon, ambiance Club Med, mais Club Med en pleine intifada. Et donc, on commence la prière de Shabbat. Mon père va pour donner le Sefer à quelqu'un, parce qu'il voulait pas faire la prière, il voulait que ce soit un Israélien qui la fasse. Et là, les gens lui disent non, écoutez, non, nous, on veut bien écouter, mais on veut pas trop faire la prière. Et bon, il y a quelqu'un qui se désigne pour faire la prière. Et là, petit à petit, il lit Yom HaShishi, Oyechula Shamaim, il lit le Kiddush. Et je me rends compte que c'est la première fois qu'il lit le texte. Il découvre le texte. C'est-à-dire que nous, Français, Juifs arrivant en Israël, on connaissait ce texte par cœur, mais on savait pas ce qu'il signifiait. Et ces gens-là parlaient couramment l'hébreu, c'est leur langue maternelle. Ils arrivent, ils connaissent pas le texte, mais ils comprennent sa signification. Donc on est arrivé comme ça, avec des interprétations différentes d'un même texte, d'une même foi, d'un même médium, je sais pas comment on pourrait dire, d'un même moyen de croire ou d'exprimer sa foi. Et c'était juste magnifique. Je me dis, voilà, il y a des gens qui connaissent pas, nous on connaît, et on arrive, on est au même endroit, et ça sort une ambiance shabbatique. Et tout de suite, il s'est créé une autre alchimie, une sorte d'attraction réciproque entre Israël et moi, et ma famille. C'est la première fois que tu as ressenti le sentiment d'appartenance, de faire partie du même peuple? Ouais, vraiment. Je savais pas ce que c'était être juif, je savais pas trop. C'était des textes par cœur que je récitais, école juive, tout ça. Mais là, j'arrive en Israël, je vois, on parle d'un attentat par-ci, on entend des roquettes par là, on entend des hélicoptères on se dit, ah ouais, il y a une réalité quand même. C'est-à-dire qu'être juif, c'est pas stam. On en fait partie d'un truc fermé où on se bat contre un ennemi qui est de tous les côtés. On se rejoignait sur quelque chose qui était si différent pour nous Français et eux Israéliens. C'est à ce moment-là, quand tu étais un tout petit garçon, que tu t'es dit, un jour, je viendrai vivre ici? Ah ouais. Je me rappelle, on se baladait en Israël, et on disait, bon, on repousse d'une semaine, on repousse de 2 semaines, on repousse de 3 semaines, mais il y a la rentrée, comment on va faire? En septembre, on doit être à Paris. Donc on repoussait, et on prenait l'avion, à chaque fois c'était un déchirement. De par le fait qu'il y avait des attentats toutes les 2 minutes et que ça nous brisait, et de par le fait qu'on était, on était tout simplement attirés comme des aimants par cette terre. Le mot en hébreu c'est kosem, c'était magique. C'était magique. Et ça a duré jusqu'à ce que je fasse mon alia. Alors, 2012, tu fais un programme Massa. Un programme Massa, ouais. Voilà, tu arrives au kibbutz Sde-Eliyahu. Exactement. Tu apprends l'hébreu? J'apprends l'hébreu, ouais. Comment ça se passe? Donc, il y a un ulpan, on fait un jour ulpan, un jour travail. Donc, un jour, j'étais dans les champs. Un jour, j'apprenais l'hébreu, 3 fois. Et en fait, mon boulot, c'était de bosser à la maison de retraite, Bet Akshatot,
Donc, par exemple, je mettais les téphilines à une personne âgée qui avait vécu la Shoah. Il y avait du sens. C'était très riche émotionnellement. C'était très émouvant. C'est ça que tu cherchais en venant ici? Du sens. Je cherchais du sens. Vraiment, je vais pas me cacher. Il y avait moins de sens en France. Il y avait moins de sens. J'ai pas fait ce programme parce que je fuyais un pays où il y avait de l'antisémitisme. J'ai pas vécu l'antisémitisme, mais j'avais besoin de sens. J'avais besoin de mettre des mots, de mettre des images sur le fait de mettre ses téphilines le matin, sur le fait d'aller à la synagogue le vendredi. Il fallait que ça ait du sens. Je pouvais pas faire ça sans comprendre pourquoi. Tu as eu tes réponses pendant ce séjour-là? J'ai eu des réponses. Parfois même des réponses trop cash. Du coup, j'ai dû un peu lever le pied. Effectivement, les réponses ont été très cash, très fortes. Et du coup, j'ai un peu décalé ma date d'arrivée en Israël. Puisque j'ai fait mon alia 4 ans plus tard. T'es venu, t'es reparti. Voilà, exactement. Mais je crois que quand on a goûté, c'est très difficile. Oui, quand il y a la flamme, elle s'éteint pas si facilement. Hein. D'accord, donc tu es revenu ensuite, tout de suite pour faire de la musique ou tu étais parti dans une autre direction? J'ai pris une autre direction complète. J'ai pris une autre direction puisque à mon retour en France, j'ai commencé les études d'audiovisuel à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel à côté de Paris, à Brie-sur-Marne. J'ai fait un BTS. Je n'arrivais pas à me trouver au niveau des études. Donc j'ai fait ce BTS et après j'ai commencé à bosser dans le PAF, comme on dit, le paysage audiovisuel français. Tu peux le dire, tu travaillais sur BFM TV. Je travaillais à BFM, je travaillais à France Télévisions comme opérateur ralenti. J'ai eu plusieurs postes intéressants. Alors, comment c'était justement quand on a vécu cette expérience avec Israël, quand on a Israël au cœur, de travailler dans les médias qui sont pas toujours très tendres avec Israël? C'est très dur. Je me rappelle d'un matin, d'une matinée où on couvrait des émeutes au Kever Yosef, au tombeau de Joseph. Je crois que c'est à Naplouse. Je sais pas pourquoi, mais je suis parti au quart de tour. Ils se sont trompés sur quelque chose d'évident. Il y avait des erreurs flagrantes. Quand les médias français s'intéressent au conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup d'erreurs. Et là, il y avait une erreur qui m'a fait sortir de mes gonds. Ça m'a servi de déclic. Je me suis dit, je peux pas rester ici. Ils sont pas anti-israéliens, ils ont juste une vision qui n'est pas la mienne. Et donc, il faut juste que je puisse venir en Israël et travailler dans ce domaine. C'est juste ça que je me suis dit à ce moment-là. BFM, c'est très bien, c'est très professionnel, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis pas anti avec moi-même si je continue à bosser dans les news, premièrement, et puis dans une news européenne ou française. Dans l'info continue en boucle, c'était compliqué. C'est anxiogène. Très anxiogène. Quand on fait de la news, c'est un peu une addiction, c'est-à-dire qu'on prend ce goût à l'adrénaline et c'est compliqué de s'en passer. Alors justement, t'as pas eu peur de ne pas pouvoir intégrer une rédaction parce qu'il faut quand même l'hébreu pour travailler en Israël. Il y a une chaîne en Israël qui fait partie du même groupe que BFM. J'ai travaillé à 24 pendant 2-3 ans à mon arrivée en Israël et c'était très bien. Ça m'a permis de me faire un réseau, de connaître des amis. Professionnellement, c'était différent. Non, c'était différent. Au niveau de l'éditorial, c'était super intéressant. C'était beaucoup plus approprié avec ce que je voulais. C'était beaucoup plus en adéquation avec ce que j'étais, avec ce que je suis. Mais je voulais passer à l'étape supérieure. Ça a été l'audiovisuel israélien. Kan Echad Esrei, la chaîne publique israélienne. Je me suis dit, je peux plus être avec des Français. Il faut que je sois fluent en hébreu. Est-ce que c'est possible comme challenge à relever? Tu l'as relevé facilement? C'était vraiment très dur? Non. D'ailleurs, je l'ai pas relevé complètement. C'était très dur? C'était très, très dur. Pourquoi? C'est des niveaux de pression énormes. Les Israéliens sont des gens très chauds, très sanguins, on va dire. Ça gueule pas mal dans le Ça gueule pas mal dans la régie. Dans le Cheder Bakara, ça gueule dans les oreillettes. Les gens sont très pointilleux. C'était très, très, très challengeant. Et au bout d'1 an et demi, j'ai dit OK. J'ai vu l'audiovisuel israélien. C'est bien. C'est une parnassa, c'est quelque chose qui m'amène de l'argent. C'est quelque chose qui me nourrit. C'est intéressant, mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est le piano. Donc, je me suis rapproché de l'académie. J'ai appelé tous les professeurs. J'ai pris des rendez-vous avec tous les professeurs et j'ai trouvé mon prof. Ron Regev, on peut le citer. Et ça se passe très bien. Finalement, tu as renoué avec ton rêve. Ça, c'est un des cadeaux d'Israël? Je pense, ouais. Je pense que le fait de savoir que tout est possible ici, enfin, tout est plus possible, c'est-à-dire que tu peux commencer les études à 27 ans, 28 ans, personne n'ira te dire « Ah, mais t'as dépassé la limite d'âge, il y a une limite d'âge de 23 ans. » Il n'y a pas de limite d'âge ici. Si tu veux faire des études à 45 ans, 50 ans, 70 ans, tu commences. C'est possible. C'est possible. On m'a donné une bourse au Misrad à Aklita. Donc, je suis redevable à Israël, vraiment. Là-dessus, qu'on m'ait permis d'accomplir mon rêve à cet âge. Bon, je vais dire avancé, tout le monde va me rironner. T'as quel âge? J'ai 29 ans. En France, si tu fais pas ta prépa à bac plus 0, au moment où tu passes ton bac, il n'y a plus de prépa. C'est un vrai décalage. Il y a plein de gens qui renoncent à leur rêve en France, je veux dire. Tu nous as beaucoup parlé du travail. Oui. Peu de la vie sociale. Comment ça se passe quand on arrive et qu'on connaît personne, en fait? Le truc, c'est que le boulot, ça aide pas mal déjà. Se faire des potes.
quand on n'en a pas. Et après, avec les amis des amis, de la famille, tout ça, on arrive à se faire des relations. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup appuyé sur le boulot, donc tout dépendait du boulot. J'avais mon colocataire qui bossait avec moi, donc c'était assez recentré sur le boulot. Et je pense que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est peut-être un peu compliqué. Mais après, les étapes un peu plus tard, genre quand je suis arrivé à Jérusalem... Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que tu misais tout sur Tel Aviv, et puis Oui. finalement, aujourd'hui, tu vis à Jérusalem. Oui. Et apparemment, tu as découvert Jérusalem. Ah oui, tu j'ai as été découvert très Jérusalem. surpris par cette ville. Ouais, ça a été la deuxième alia, en fait. Il y a eu l'alia en Israël, et après, il y a eu l'alia à Jérusalem. Parce que c'est magique, Jérusalem. Le nombre de soirées culturelles qu'il y a. Alors, ok, il y a moins de boîtes, il y a moins de bars, il y a moins de sorties à l'extérieur. Mais culturellement, la scène hiérosolomienne est très riche. Très, très riche. Je veux dire, il y a des ambiances beaucoup plus rouhaniotes, beaucoup plus spirituelles, au niveau de la musique même. C'est-à-dire? Par exemple, je sais pas, premier exemple, typique. Un vendredi soir, vous vous ennuyez, après le repas de Shabbat, le tish de Belz. Musicalement, c'est quelque chose de magique. C'est quoi le tige de Belz? Le tish de Belz, alors le tish, c'est quoi? C'est un repas que fait le rabbin de la communauté de Belz, l'Admour, je sais pas comment on l'appelle, où il y a tous ses fidèles, donc à peu près 2000 personnes dans une salle, sur des gradins, et tout le monde chante. Autour d'un repas, on se distribue des tranches de pain. Alors il y a des chalotes qui font 4 mètres de long sur 2 mètres de haut. On les coupe en petits bouts, en plein de petits bouts, et on les passe dans les gradins. Et tout le monde chante. On chante, mais c'est une qualité de chant. C'est-à-dire que les chorales de l'académie, elles font pas le poids. Non mais j'ai été choqué par le niveau des Belz. Ça chante d'un seul homme, 800 personnes, 800 Bachourei Yeshiva qui chantent d'un seul homme, ça vous hérisse le poil. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas indemne. Il faut être forcément religieux pour apprécier Jérusalem? Non. Je me définis pas comme religieux. Je me définis comme rouhani, comme ma sortie. Mais je me définis pas comme religieux. Qu'est-ce qu'on trouve comme... On trouve de tout. À l'académie, il y a des gens chiloni, il y a des gens datim leumim, il y a des gens charedim, il y a des gens sur le conflit qui vont avoir certaines déotes, certaines opinions, des gens qui vont avoir les opinions contraires. C'est beaucoup plus éclectique que Tel Aviv. Ça t'a surpris? Pas vraiment. Je savais qu'il y avait une coexistence plus forte à Jérusalem, mais que ça se passait aussi bien, je le pensais pas. L'académie, si vous voulez, c'est comme un cocon où vivent des Arabes, des Juifs, des pro-israéliens, des pro-palestiniens, des anti-tout, des pro-tout. C'est un peu un melting pot comme ça, où tout est amené à exploser, mais ça n'explose jamais. C'est difficile quand on vient de France et quand on est sioniste, parce que tu te considérais comme ça, comme Oui, sioniste, oui. et qu'on a une vision un peu idéalisée forcément, et qu'on se confronte à la réalité. C'est dur? Ah ouais, c'est dur. C'est-à-dire que en fait, je militais un peu dans des assos de jeunesse juive en France, jeunesse juive sioniste, et on nous présentait un Israël qu'on fantasmait, et dans les médias, on avait un Israël un peu le truc le plus horrible au monde. Donc un cauchemar et un fantasme. Et nous, on était plutôt dans le fantasme, les Juifs français. On l'est toujours d'ailleurs. Et en fait, quand on arrive en Israël, on rentre dans la Metsiout et dans cette réalité qui est beaucoup plus grise, Nuancé? nuancée, ni noire ni blanche, mais tellement plus intéressante. C'est tellement plus intéressant. C'est beaucoup moins simple qu'une vidéo de Chayalim sur un chant très émouvant. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant qu'une vidéo qu'on va nous montrer à la télévision française, qui va simplifier le conflit et dire que les Israéliens seraient les méchants et les Palestiniens les gentils. C'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus intéressant. Il y a des gens ici en Israël qui sont israéliens et qui n'adhèrent pas du tout à ce que je vais dire. Il y a des gens palestiniens qui vont être beaucoup plus proches de moi par les idées. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de règles. C'est ça ce que tu aimes ici? Ah ouais, vraiment. En fait, je pense que mon identité est compliquée et que vivre au milieu de gens aux identités plurielles, multiples et complexes, ça m'aide à vivre, ça m'aide à survivre. Et c'est plus facile. Quand on est entouré de gens qui vivent dans des paradoxes, eh ben, on se sent appartenir à un groupe de gens qui vivent dans des paradoxes. Et c'est plus facile de vivre. À côté de tes études de musique, on a la chance de t'avoir dans notre équipe puisque tu travailles chez Kalita. Oui. Voilà, en tant que technicien. Oui, exactement. Ah, c'est génial, c'est génial. Parce que j'ai réussi à Kalita à faire plusieurs choses. J'aime beaucoup la langue, la linguistique. J'aime beaucoup le fait de traduire des choses. J'ai pas encore de diplôme. L'hébreu? J'adore l'hébreu. J'adore l'hébreu. Je sais pas si le mot idiomatique c'est ça, mais c'est une langue à la fois concrète, à la fois spirituelle, mais qui avec des racines de 3 lettres. C'est facile. C'est une langue ludique. C'est très agréable de traduire l'hébreu vers le français et inversement. Donc j'essaye de traduire des choses à Kalita, en dehors de Kalita, et le côté technique à Kalita est
est très sympathique, l'équipe est très sympa. Qu'est-ce que tu vas faire dans les années à venir avec ton diplôme de musicien? Tu vas enseigner? À quoi tu te destines? Alors, pourquoi j'ai choisi le parcours d'éducation musicale? J'ai tout de suite dit à mon prof que je voulais faire un parcours de musicothérapie en master. Et donc, il m'a conseillé de faire ce cours d'éducation musicale. Et le programme, pour moi, c'est vraiment la synthèse de ce qu'on a parlé, les deux choses qu'on a parlé, l'audiovisuel et la musique. Donc, pour moi, le Graal, c'est la captation d'événements musicaux. C'est un peu, on touche là à ce que j'ai envie de faire. Un caméraman qui sait lire la musique, ou un monteur qui sait lire la musique, je pense qu'il a plus de légitimité à monter un récital de musique, puisqu'il comprend le rythme musical et donc il peut rajouter son rythme de montage. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureux aujourd'hui? Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas facile tous les jours, mais ça a du sens. C'est-à-dire qu'on se lève le matin et on dit ok, j'ai une journée devant moi, je suis content. Il va falloir que j'aille chercher des shekels par-ci, des shekels par-là, parce que, croyez-moi, c'est pas facile de boucler les fins de mois, mais ça a du sens, ça a du sens. Cette quête de sens, elle est bien, elle est en cours, le chemin est long, mais j'ai commencé quelque chose de très important. Est-ce que tu le souhaites à d'autres que tu as connus, peut-être laissés en France, des amis, des parents? Je le souhaite, vraiment. S'il y a des gens qui sont en quête de sens, je dis pas qu'Israël est la solution, mais Israël est peut-être un élément de réponse. Venir déjà en vacances, s'imprégner, faire un programme, je sais pas, il y a des programmes Massa, il y a des programmes Taglit, il y a plein de choses. Regarder les programmes Kalita, à un moment il faut franchir le pas. Il faut pas réfléchir de trop pour ces décisions-là. C'est peut-être bête ce que je dis, il faut préparer son aller bien sûr, mais le fait de dire un jour je veux vivre en Israël, ça doit pas être trop réfléchi. Ça doit être quelque chose qui vient du cœur, et les choses qui viennent du cœur, c'est des choses qui sont intuitives. On doit avoir un déclic, mettre les choses en place, et après se donner les moyens de réussir. Merci beaucoup, Ariel Kozolev. Merci, Cathy. Tu nous joues un petit morceau avant de se quitter? Allez.